Avec Vincent Arnay. Donc, Vincent Arnay est maître de conférence associé en TPCAU, théorie et pratique de la conception architecturale urbaine, à l'ENSAP de Lille. Vous êtes architecte diplômé de l'école de Lacambre à Bruxelles, en Belgique, et vous avez complété votre formation par un DEA en sciences de l'information et de la communication, puis un certificat d'études politiques. Vous avez créé l'agence VAM en 2016, notamment suite à la réussite au concours lauréat, donc du concours Europan en Suisse, dans le canton de Vaud, en 2012. Et vous êtes un familier de cet endroit, puisque vous êtes depuis 2014 élu donc, au 308 Maison de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je vous cède tout de suite la parole pour que vous nous présentiez, vous nous expliquiez un petit peu votre sensibilité, et surtout que vous présentiez une opération que vous avez menée donc, sur un objet qui nous intéresse très localement, qui est donc la Cité des Aubiers. Voilà. Merci. Merci Samuel. Bon, je suis alors n'étant pas historien, je vais être un peu dans mes petits souliers. Je vais essayer d'être le plus précis possible sur ce que je vais énoncer. Je fais donc suite à Richard Klein, il y a plein de choses qui ont résonné en moi dans ce qui est présenté, même si j'ai pas assisté à la totalité de la présentation, et notamment le regard sur le patrimoine moderne qui, quand on est confronté à une maîtrise d'ouvrage, n'est pas forcément évident à tenir parce qu'il y a une injonction à faire du neuf et à transformer la perception qu'ont les gens qui habitent dans les bâtiments. Et donc, on s'y est frotté, on a essayé de doser un peu le positionnement. Et moi, je vais dire que je vais parler de ma sensibilité belge qui est un peu moins centralisée parce que du fait de mes études à Bruxelles, en gros, j'aurais plutôt tendance à me positionner dans la micro-histoire, on va dire, plutôt que dans la grande histoire, dans la manière d'agir sur le patrimoine et de valoriser un patrimoine banal ou non monumental, on va dire. Donc, en fait, j'ai choisi de mettre cette image de Wilder-Wingtalieu, qui est une agence de Gand à Bruxelles, qui a un projet, moi, qui me parle beaucoup dans justement la capacité à signifier une distance par rapport à ce dans quoi on intervient, et une capacité aussi à donner forme à ces interventions. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai conclu à Bruxelles, en fait, quand on finissait nos études, à Lacambre, quand je suis sorti en 2002, on faisait plutôt un mémoire de fin d'études. Mon mémoire, je l'ai traité des relations de l'architecture au symbolique, et avec un retournement sur dans la filiation de Venturi, en parlant de la vengeance du canard comme un retour à la forme neutre, non significative, par rapport à ce qui était énoncé dans Venturi, par Venturi sur les hangars décorés. Je vais parler aussi du moment dans lequel j'ai étudié, et donc d'une sensibilité qui est aussi un environnement culturel. Et je pense qu'on le lit aussi dans le mouvement moderne, avec la répétition. Bon. Pour simplifier, c'est peut-être un peu hors champ, mais l'univers musical dans lequel on a étudié, on va dire, était plutôt lié à la lo-fi, c'est-à-dire à un questionnement de la virtuosité. Et donc, pour moi, ça a été un des marqueurs importants au niveau générationnel, c'est-à-dire un doute sur la haute technicité, et plutôt une remise en question après le déconstructivisme et après les mouvements high-tech, qui sont des mouvements qui sont assez emphatiques dans le fait d'exprimer leur technique. On est revenu à un message beaucoup plus épuré, et qui est, voilà, une sensibilité qui nous a marqué, à la fois, je pense, dans la littérature aussi. Moi, j'aurais tendance à ramener ça, par exemple, au texte de Virginie Despentes, c'est-à-dire une efficacité à énoncer les choses, et à les dépouiller aussi assez fortement de tout un décorum un peu sursignifiant. Bon, ça c'est en fait j'ai choisi d'intituler mon intervention patrimoine action focale pour
essayer de montrer les mécanismes sur lesquels on va tenter de focaliser l'attention ponctuellement dans le projet sur certains éléments qui nous semblent faire sens. Donc il y a un travail notamment, ça c'est une métaphore, mais sur le cadrage photographique et sur la relation à l'extérieur. Donc ça c'est un des premiers travaux qu'on a mené en agence, et aussi une transfiguration d'un modèle architectural plutôt de gamme, qui est la basquaise, la villa basquaise, néo-basque des années 50, qui est une architecture de loisirs assez faiblement construite, avec un décorum, avec des bardages. Et donc l'idée de ce projet, c'était de la faire muter dans un modèle moderne, avec une projection dans l'espace de jardin, et donc faire un parcours qui amène d'un signifiant assumé à un espace abstrait qui est mécaniquement mis en relation avec son environnement, on va dire, et avec un élément central d'articulation qui joue d'un côté, si on regarde la coupe, qui joue du modèle de la grande cheminée intégrée dans cette maison à deux pentes asymétriques, et qui va jouer de l'autre côté de sa neutralité, avec une forme blanche qui vient répondre à une volumétrie contemporaine. Ça, je vais passer un peu rapidement. C'est juste une question de transfiguration de l'espace, où là, en définitive, l'enjeu est plutôt acoustique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une salle de dégustation dans laquelle les gens doivent travailler, et il doit y avoir une forme de neutralité, et on est dans un espace qui est acoustiquement très fortement raccordé plutôt à une typologie d'église, et donc avec une très forte résonance. Et donc, en gros, l'essentiel du projet, c'est de faire en sorte que en définitive, ça soit une église sans écho, donc avec un environnement complètement absorbant et une neutralisation de l'espace complet. J'en viens aux Aubiers, qui est un projet sur lequel on a travaillé de 2011 à 2017. Donc qui est un grand ensemble sur des plans de Xavier Arsène Henry, avec les architectes Sabron du Gravier et de Lorme, donc qui a été produit. C'est du modernisme très tardif, sur un modèle assez corbusien, avec une distribution un étage sur deux, et des duplex enchâssés autour. Nous, ce qui nous a beaucoup parlé, c'est à la fois, c'est la richesse du modèle par rapport à sa supposée neutralité. Et on a eu envie d'essayer de répondre au maximum avec une distance la plus discrète possible, à une injonction qui est assez faible au niveau architectural, qui est de faire de l'isolation par l'extérieur. Donc faire de l'isolation par l'extérieur sans dénaturer, c'est notamment avoir un regard sur les épaisseurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez capital dans l'intervention dans le patrimoine, c'est-à-dire que la lecture des voiles, la lecture des banches, la lecture des éléments qui font la richesse et la diversité de ce modèle, qui est très répétitif, a été pour nous une préoccupation permanente dans le fait d'agencer cette proposition. Donc c'est une proposition qui joue sur une forme de mimétisme et qui le réinterprète. C'est-à-dire qu'on avait des banches en cailloux lavés avec des cannelures sur les pignons. L'enjeu était d'isoler, et donc la question, ça a été de résoudre en détail de quelle bonne distance on arrive à trouver pour résoudre la question technique, avec effectivement, je reviens à ce que vous disiez, une demande de renouveler l'image. Et donc, ce renouvellement d'image, on a essayé de travailler dessus en développant un système
qui nous permet de se mettre en recul, de bénéficier des terrasses et de se mettre en recul et d'isoler au niveau des logements sur les pignons. Et donc, en fait, quand je parle de diversité, diversité des solutions dans une forme de neutralité, par exemple, ici, on a un bâtiment qui est avec des circulations qui sont des accès, des couloirs. Et en fait, quand on le regarde pas attentivement, on se rend pas compte de la qualité et de la richesse du nombre de décisions qui sont prises dans les architectures montrées. Donc, en fait, ces grosses cannelures, on est venu les mettre en recul par rapport aux terrasses pour faire en sorte qu'elles n'isolent que les logements. Et on est venu faire dépasser des épines pour permettre de ne pas arrêter sur une ligne, en fait, pour pouvoir absorber et donner une régularité à notre dispositif et en même temps pour pouvoir se permettre de jouer sur la géométrie et la diversité des écailles qu'on a mis en œuvre. Donc en fait, quand on a du recul, si vous voulez, donc là en fait on a un certain nombre de calpinages avec des types d'épines qui sont posées par moment tête bêche, qui nous donne, je me souviens plus, mais je pense qu'il y avait 8 possibilités différentes de calpinage qui étaient permis par la diversité, et le tout à la fois en recul par rapport au voile béton et recadré par rapport à une épine qui elle-même donne une géométrie qui tient la totalité de l'opération. Donc en fait, c'est un questionnement sur... là, on le voit peut-être... c'est peut-être plus évident. C'est un questionnement sur... Quand je parle de l'épaisseur des voiles, je ne sais pas... en fait, pour nous, la lecture de ces éléments et la verticalité des murs de refend nous semble essentiel. Et venir les dénaturer en épaississant à cet endroit, ça nous posait problème. Donc tout notre travail a consisté à trouver un détail qui nous permettait d'être dans un mimétisme un peu décalé. Alors le mimétisme, je pense que c'est une question qui a traité, qui pourrait être l'objet d'un sujet parallèle par rapport à cette journée, mais en tout cas à cet endroit ça nous semblait opportun. Je vais après dans la deuxième partie de l'intervention, je vais parler plutôt de ce qui nous semble important dans la transmission de ce qu'on fait, en tant qu'enseignant dans le module Réhab à Bordeaux, et ce qu'on essaye de développer comme outil. Je risque, ça va peut-être un peu vite. Si ça se trouve, je vais pas. Bon, en même temps, je vais permettre de. Donc à l'école d'architecture, on a fait une proposition de master au printemps dernier, qui s'appelle Réhab, l'existant et ses potentiels, et qui nous importe beaucoup sur le fait de travailler sur les notions sur la relation au patrimoine et sur les notions de justement réappropriation, positionnement dans l'existant. Donc on a travaillé sur la fabrique de tabac de Tonins, qui est un patrimoine à la fois banal et en même temps exceptionnel par sa taille. Donc c'est une ville de 9000 habitants qui était complètement ancrée dans l'industrie du tabac au siècle passé, et qui a complètement arrêté de produire du tabac en 87, je pense. Et donc c'est une ville qui est complètement sinistrée par la disparition de l'essentiel de son moteur économique. Donc c'est une ville qui reste en difficulté, et en même temps qui est à 1 heure de Bordeaux, 1h15 de Toulouse, et donc et à 20 minutes de Mont-de-Marsan. Et donc c'est un endroit qui nous a semblé assez riche dans la manière de
de proposer des enjeux sur la réhabilitation et de se poser la question de comment on génère de la centralité, du logement, de l'attractivité dans un espace où économiquement c'est dur. C'est-à-dire qu'il y a la question de la distance à la métropole qui a été assez capitale. Donc dans les outils, si on recite de Wilder-Wingtalieu, moi je ne sais pas si vous connaissez Caritas, mais c'est un projet qui est assez éblouissant, justement, quand on parle de focal et quand on parle de distance à l'existence. En fait, c'est un hôpital, on va dire un hôpital psychiatrique qui a été réhabilité, transformé, avec comme injonction le fait de proposer une alternative spatiale dans le traitement des maladies psychiatriques. Il y a un certain nombre d'outils et de manières justement de ramener l'élément patrimonial à son essence et de créer un récit à l'intérieur avec une autonomie de forme qui me semble extrêmement riche et extrêmement pointu dans la capacité à formuler la distance au patrimoine. Donc on a mis ça comme référence. Après, donc on a parlé aussi de la Pinacothèque de São Paulo, qui est pareil une mécanique où en fait le dénominateur commun des opérations qui moi me semble intéressante par rapport au patrimoine, c'est les opérations où il y a un curetage de fonds qui est assez essentiel au départ pour revenir à une forme d'essence du bâtiment. Et donc cette distance me semble propice à produire de l'architecture et de la spatialité de manière assez forte. Voilà. Donc ça, c'est un point. Ok, donc là il y a deux projets de l'OMA aussi qui sont Prada et la fondation. Je manque de précision. Donc la réhabilitation à Venise d'un palais. Comment ? Le palais Tedeschi, pardon. Et donc voilà, en tout cas, on essaye d'amener, donc de donner ce type d'outils aux étudiants pour positionner leur travail dans la réhabilitation. Alors ça me fait penser, tout à l'heure j'avais envie de réagir par rapport à ce qui a été dit sur la première intervention. J'avais entendu, en gros, pour moi, il y a des... ce qui fait le trait commun de ces architectures, alors là, qui sont quand même assez notables, mais ce que j'ai essayé d'exprimer dans le patrimoine mineur ou le patrimoine non monumental, il y a une question d'échelle dont je parle assez mal ici, alors je vais essayer de reprendre. En fait, j'avais entendu une interview de Dubuisson il y a quelques années et qui était interviewé sur France Culture dans la matinale et qui avait eu un échange avec le journaliste qui lui disait combien il trouvait extraordinaire un projet participatif de 6 logements à Clichy. Et Dubuisson disait juste oui, mais on résout pas du tout les mêmes questions. Il parlait de la dalle de Montparnasse où c'est pareil, c'est des opérations de la même époque qui sont des opérations de 1000 logements. Mon travail, j'ai l'impression, sur ce patrimoine banal, en tout cas le travail qu'on développe, c'est un travail qui a comme communauté le regard et la valorisation des bâtiments dans lesquels on intervient, une relative forme de modestie ou de discrétion par rapport, dans les outils utilisés, et un regard plutôt, on va dire, empathique. Ouais, je tourne un peu en rond là. Excusez-moi.
En tout cas, ce qu'on cherche à exprimer, je ne sais pas si vous êtes allé à la fac, mais il y a un certain nombre d'opérations à la faculté qui sont faites sur des bâtiments qui sont des bâtiments modernistes de très bonne qualité et qui progressivement dénaturent les circulations, la qualité d'entrée de lumière, les entrées. Et en gros, je pense que c'est ce qu'on se doit d'essayer de ne pas faire. Et donc, c'est le fait de développer un regard positif sur ce dans quoi on intervient. En fait, ça me semble une distance essentielle dans la capacité à bien comprendre les bâtiments. Donc là, dans le module Réhab, c'est une visite de la réhabilitation de la caserne de Castéja, enfin de l'ancien commissariat de Castéja par Olivier Brochet, où là, on est sur du patrimoine qui est bien antérieur. Donc voilà, mais ça fait partie des choses aussi qu'on a fait, c'est-à-dire que c'est se rendre compte de la qualité des lieux en éprouvant aussi, en les traversant, en les pratiquant de manière assez forte. Ça, c'est une proposition qu'on a fait sur la réhabilitation d'un chai et l'extension d'un chai. Donc, c'est des bâtiments qui sont assez, qui ont des qualités assez faibles au niveau constructif, par pain enduit, gratté au départ. Et donc, on vient juste contribuer à consolider le récit. Et à essayer de trouver une distance pour asseoir le projet et lui donner une dimension tectonique un peu plus solide. Voilà. Bon, je pense que j'ai sprinté. Je ne sais pas si ça vous donne des éléments. On peut peut-être discuter un peu. Merci beaucoup Vincent. Ce qu'on va vous proposer, c'est effectivement un temps de questions et de réponses avec nos deux premiers intervenants, Richard Klein et Vincent Arnay. La première question est la plus dure. Oui. Alors, je veux bien. Sur l'opération des geôliers. Oui. Comment vous dire ça, ce que vous montrez a l'air, en tout cas, manifestement, on comprend ce que vous dites quand vous évoquez le fait que vous avez eu vraisemblablement un regard empathique, pas emphatique justement, plutôt empathique, et que votre intervention contribue sûrement à valoriser l'architecture. Mais la démonstration aurait été encore plus pertinente si on voyait, et moi j'étais curieux de le voir, avant et après. C'est-à-dire qu'en fait, l'empathie, c'est aussi finalement moi je connais pas cette opération. Je ne sais pas comment était le pignon avant, et l'attention que vous y avez portée me semble suffisamment pertinente pour qu'on puisse montrer la chose avant, puisque de toute façon, on voit déjà que le résultat après est intéressant. Donc, il n'y a pas de raison. Non, c'est une erreur. Non, c'est pas. Non, c'est surtout que moi, j'étais curieux de voir comment était le. En fait, c'était une cannelure qui avait qui était plutôt cylindrique au niveau du moulage, et les banches marquaient chaque étage. Et donc c'était banché à chaque étage. Il y avait des gros points de carbonatation aussi, des bétons. Et donc il y a eu des activations et après isolation par l'extérieur, parce qu'il y avait des questions d'ionisation des aciers qui faisaient que c'est des pignons qui étaient un peu en souffrance. Et donc c'était une réponse, double réponse technique, parce qu'il y avait aussi la porosité et l'humidité qui commençait à traverser. J'aurais dû effectivement montrer les photos. C'est vrai c'est une opération qui commence à être loin, et donc on a, dans l'ordinateur, il y a petit à petit un espèce de tri qui se fait sur les éléments anciens.
Mais non, c'est une opération qui est. Ça fait des kilomètres carrés de bardage métallique. Je ne sais pas si on a fait exactement pareil aujourd'hui. La demande était beaucoup plus de transformer l'image. Et petit à petit, on a juste dit qu'à l'échelle de cette isolation technique, venir rajouter du signifiant. Il y a eu des allers-retours. En fait, j'avais fait un article sur ça. Ça s'appelait Chronique d'une réhabilitation permanente. C'est-à-dire que 10 ans après que les objets soient livrés, il y a eu la première réhabilitation. Il y a eu la première opération de démolition des halls, déjà, parce que au départ, c'est un urbanisme sur dalle. Et donc, concomitante à cette première opération, il y a eu une mise en peinture en couleur assez bariolée. Qui a tenu 5 ou 6 ans avant en fait, tous les entre 8 et 10 ans, il y a eu des réhabilitations lourdes de cette opération qui continuent. Et il y en a certaines qui sont avec les doigts légers, on va dire, et d'autres qui sont des transformations assez violentes et assez tristes de l'architecture de départ. On observe une forme de tyrannie de l'isolation thermique par l'extérieur, qui répond souvent à des logiques économiques ou financières et à des constructions, à des fabrications d'isolation d'ingénieurs. Dans quelle mesure la loi ou les règlements obligent la consultation des architectes d'origine? Parce qu'effectivement, vous le soulignez tous, on voit de véritables déformations. Quelque chose qu'on pouvait aimer ou ne pas aimer à l'origine, mais qui était assez sobre, devient enflé, empoulé, assez laid finalement. Et qu'est-ce que ça sera dans 5 ans, dans 10 ans? Ça peut être pire que ce qui était l'état d'origine. On est tout à fait d'accord. Après, on touche à des générations qui étaient déjà assez âgées quand elles ont réalisé les projets. Et donc, nous, il n'y a plus qu'un architecte qui était potentiellement condamné, mais qui n'était pas très actif. Et après, à titre personnel, il y a aussi une dimension un peu stratégique dans une opération qui fait que les maîtrises d'ouvrage sont assez peu motrices dans le fait de nous inciter à contacter les architectes d'origine. Il n'y a pas d'obligation légale. Il n'y a pas On peut faire de l'ITE sans consulter l'architecte. Oui, il y a une déontologie. Oui, mais en dehors de la déontologie. Un maître d'ouvrage qui voudrait passer outre la déontologie. Ah non, mais c'est quand même en général le cas commun. Enfin, moi, je pense dans ces maîtres d'ouvrage sont tous pas les critiquer, mais très souvent, ils avancent uniquement sur des critères financiers et économiques. Oui, oui, on est d'accord. Moi, effectivement, c'est question de. En fait, la question d'isolation par l'extérieur, elle résout beaucoup de problèmes de manière très efficace au niveau énergétique. Et en plus, il y a un espèce de grelot magique qui fait qu'elle transforme fortement l'esthétique de projets. Et donc, c'est très tangible pour les habitants. C'est-à-dire qu'il y a une injonction à transformer le regard que les habitants ont sur les bâtiments. Et donc, faire de la nouveauté, souvent, c'est un outil pour dire, mais regardez, on est actif pour vous. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une vraie question sur du regard que portent les maîtrises d'ouvrage sur leur patrimoine. Parce que le fait qu'ils soient porteurs d'une forme de souffrance et d'une population qui est souvent en difficulté, on a tendance à se dire qu'avec un peu de couleur, on va réenchanter la vie. De la grosse cosmétique, vous voulez dire? Comment? De la grosse cosmétique. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai tendance à... Effectivement, ces opérations de réhabilitation thermique, elles sont difficiles à mener, parce qu'en plus, il y a la qualité des matériaux de départ font que, effectivement, dès qu'on passe par l'extérieur, on a des continuités on a des ponts thermiques linéiques qui sont vite très présents au niveau des façades, et donc l'emballage par l'extérieur résout ces questions de manière plus efficace que l'isolation thermique par l'intérieur, où il reste des ponts thermiques. Donc il y a une forme de technicité dans ces opérations
qui est une demande assez... En tout cas, l'image d'origine, c'est une demande qui est très faible de la part des maîtrises d'ouvrage. Et c'est plutôt nous qui nous débrouillons avec plus ou moins de capacité à valoriser l'existant. J'avais une autre opération, est-ce que c'est celle-là qui m'a rendu. En fait, les Suisses sont beaucoup plus forts que nous. Oui, c'est plus élaboré. C'est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus raffiné. On avait sur la trame Honegger. Ah oui. Comment? Je voulais pas le dire, mais les Suisses, il y a une vraie différence. Il y a une dimension expérimentale sur la capacité à impliquer des ressources intellectuelles et techniques, des groupes de recherche. Le Lignon à Genève, c'est impeccable comme réhabilitation. Et il y a d'autres bâtiments préfabriqués. Je parlais c'est la trame marocaine, pardon. C'est les frères Honegger qui ont fait pas mal de logements pour les classes moyennes dans les années 60 et qui ont été réhabilités. Je vais vous montrer juste une image si j'arrive à la sortir, mais où on n'est pas du tout sur ces logiques de tartinage d'isolation sans regard sur ce qui est fait. Pour commenter un peu la réalisation, justement, je suis là, pardon. la réalisation près de Genève, c'est le Lignon, c'est ça? Ils ont fait le choix d'une isolation par l'intérieur, c'est ça, avec un système de pare close et de double vitrage. Alors, je ne suis pas un expert de ce projet, mais pour moi, c'est des façades qui sont à placer plutôt en format de rideau au départ, donc la transformation elle est différente, c'est moins creusé comme volume. Alors, je crois que c'est ça. Surtout au Lignon, ça a été fait par une équipe dirigée par Franck Graff, une équipe disciplinaire d'architectes, d'ingénieurs, universitaires, et qui ont réussi à démontrer, après une étude qui a duré 1 an, qu'il faut prendre le temps de réfléchir. C'est ça, parce qu'il y a eu une phase de test très longue. Les grandes entreprises peuvent proposer des produits tout faits pour proposer des façades existantes et remplacer par autre chose. Ce que ne voulaient pas les copropriétaires. Donc l'équipe de France Graff on a été saisie et ils ont proposé plusieurs scénarios possibles d'intervention, en reprenant les panneaux d'origine. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils prévoyaient les économies d'énergie possibles pour chaque scénario, mais aussi la durabilité de chaque scénario. Donc, ils ont remis ça aux habitants qui ont pu choisir l'option qui était pour eux la meilleure, aussi sur le plan... Et je crois qu'ils sont parvenus à une baisse de consommation de 40%, c'est colossal, tout en maintenant le linéaire de façade. Mais c'est très lié, la Suisse, en tout cas dans ce que j'en comprends, même si je ne suis pas un expert de ça, il y a une dimension, il y a un mode de financement du logement qui est différent de France, où il y a une valorisation du patrimoine, c'est-à-dire qu'en fait, tout est basé sur de l'hypothèque, et donc les banques restent propriétaires des bâtiments, et donc elles incitent à la fois à une meilleure construction parce que c'est leur patrimoine, quelque part, c'est-à-dire que en gros, le prêt bancaire se prolonge de génération en génération, et donc il y a une relation au financement du logement qui est aussi pas du tout la même qu'en France, c'est-à-dire qu'on construit quand même globalement, sans faire de gros clichés, mais de plus en plus mal, parce que de plus en plus pauvrement au niveau économique en France. En Suisse, la question elle est assez radicalement différente au niveau du logement parce que il y a une incitation à entretenir et à mettre de l'argent aussi dans l'entretien qui fait que la notion de pérennité des ouvrages est beaucoup plus au cœur de la démarche architecturale. Donc là, c'est ce que je veux. Pour Internet, les Suisses sont beaucoup plus soucieux de la qualité du paysage. De la relation au paysage. Ouais, mais relation au paysage. Après. Paysage urbain. Oui, ça je. En tout cas, le droit à la vue est quelque chose d'énoncé dans la Constitution, je crois, au niveau suisse. Et donc, il y a cette dimension-là qui est essentielle. Après, sur la composition, je ne sais pas si je suis complètement raccord parce que la notion de paysage urbain, elle est
pour moi, elle est très fluctuante sur la perception. Pour autant, par contre, la notion de pérennité dans l'intervention, celle-là, elle est assez déterminante parce que c'est elle qui fait la différence au niveau des investissements. Et après, je pense que dans l'enseignement, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on a en tête et qu'on essaye de mettre en place. Il y a aussi cette dimension qui est très technique de l'enseignement de l'architecture en Suisse qui est liée à l'ingénierie dès le départ, qui fait que les projets sont de manière concomitante développés conceptuellement et constructivement, et qui est quelque chose qu'on a assez fortement dissocié en France avec la question des beaux-arts au niveau pédagogique, et qui fait qu'on développe un concept et après on le résout. Et cette non-imbrication des deux cultures, ou cette plus faible imbrication des deux cultures, affaiblit l'architecture en général. Je pense. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est ces bâtiments et donc ces planches. Et en gros, donc on se rend compte qu'effectivement, il y a une des difficultés énormes de l'opération, c'est que c'est des plafonds caissons. Et donc, il y a la question de l'isolation du caisson et de la manière de positionner la file d'isolation sur le projet qui dans ce projet me semble très intéressant. Donc en fait, on voit les plans d'isolation et on voit comment on dissocie avec un certain nombre d'opérations, comment ils arrivent à gérer des continuités et à limiter les dépens thermiques résiduels et à pas du tout défigurer la composition des façades d'origine. Juste si je peux intervenir 5 minutes. Donc la première remarque, merci à tous les deux parce que vous démontrez que finalement cet échange entre, pardon pour la simplicité des mots, entre théorie et pratique amène vraiment à des sujets extrêmement intéressants. Je ne sais pas si on a le temps, on l'a probablement pas. Moi, j'ai 2 questions, une pour Richard Klein, mais Richard n'a certainement pas la réponse et peut-être que c'est pas facile de la poser là maintenant comme ça. Puis une pour Vincent. Richard, on va regarder si le livre que vous nous avez fait passer est à l'école parce qu'effectivement, il est essentiel sur ces questions-là. Et ce qui m'interroge en fait, c'est toujours le terme de contemporain dans les labels. Et ce que vous mettez sous ce terme de contemporain, en fait, parce que dans le livre qui est passé, que j'ai essayé de regarder assez attentivement, il y a assez peu de bâtiments, justement, qu'on pourrait appeler contemporains. Et on est plutôt sur des choses encore assez anciennes. Donc voilà, que recouvre ce terme contemporain? Est-ce qu'il y a des réflexions aujourd'hui menées sur de datation, finalement, de ce qu'on appelle contemporain? Et la question pour Vincent, c'est... en fait, Vincent, tu nous dis qu'il y a une injonction de changement d'image. Et la posture que vous adoptez est celle du mimétisme. L'injonction vient peut-être des bailleurs, vient peut-être des habitants. Et donc, comment vous défendez finalement une posture de mimétisme alors qu'on vous invite et qu'on vous incite au changement d'image? Voilà, donc ça m'intriguait ce rapport au mimétisme alors que le changement d'image semble être une des injonctions fortes du projet. Je vais totalement répondre. Par contre, je sais une chose, c'est que l'inverse de contemporain, c'est intempestif. Je me permets pour enregistrer. Et ça, c'est quand même intéressant, du point de vue des mots. Et non, je vais répondre plus sérieusement à propos du label ACR, parce que justement, le nouveau label ACR, c'est architecture contemporaine remarquable, et puis patrimoine. Et pour beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions, c'est aussi significatif de l'exclusion du XXe siècle, d'une certaine manière, du champ patrimonial. Très clairement, à partir du moment où on change de mot comme ça, ça signifie en partie cela. Et il se trouve que il y a un autre livre qui est en préparation, qui est l'équivalent de celui-là pour le label ACR, qui comprend 1660 notices. Il se trouve que j'en connais un peu le contenu, puisque je fais partie des gens qui ont rédigé des notices, mais manifestement, malgré cette critériologie, les
la manière dont ont été labellisés ces édifices est très variable. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple des piscines tournesol, vous connaissez tous. En fait, il y a des piscines tournesol qui ont été labellisées parce qu'elles ressemblent encore un peu à ce qu'elles étaient initialement, mais il y en a d'autres qui ont été labellisées qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'était une piscine tournesol, notamment dans le Grand Est, Pierre. Et donc, ce qui montre que, en fait, finalement, ce mot contemporain, il a été utilisé par rapport à ce label de manière, je dirais, finalement, labellisons aussi ce qui relève d'une intervention contemporaine sur quelque chose qui avait un statut pratiquement patrimonial et qui était du XXe siècle. Et donc, le label comprend d'ailleurs des choses du XXIe siècle. Donc, le ministère lui-même a décerné des labels à plusieurs réalisations qui étaient celles de Grand Prix d'architecture parce que considérées comme significatifs, vous voyez, des grands monuments en fait de l'État, des grandes commandes publiques. Et donc, du coup, c'est vrai que le registre, le champ patrimonial est pas vraiment mis sur la table, enfin dans les questions des critères qui sont employés. Voilà, donc le contemporain, voilà, est en question dans cette, par exemple, dans cette question de labellisation et le fait que le changement de nom est très significatif. Voilà. Merci. Alors, je sais pas si... Oui, si ça marche. Ok, pardon. Je pense qu'on a amené la maîtrise d'ouvrage à accepter une proposition qui, avec un changement d'échelle et avec de la diversité de traitement du positionnement des écailles, donnait une forme de dynamique aux façades quand même, c'est-à-dire qu'il y a un travail plastique qui indéniablement je vais pas dire les mots, enfin pour le dire simplement, les modernise, mais en tout cas les fait changer d'époque. Et pour autant, il y a quand même une vague conscience de l'ensemble, de la notion d'ensemble, qui fait que même si elle opère au coup par coup, et je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles ça se dénature beaucoup, c'est qu'ils vont faire une année le changement des volets, après après le traitement des pignons, après le traitement des halls, et ainsi de suite. Et donc, il manque de fil directeur en général dans l'opération. Et donc, on a aussi argumenté sur le fait de ne pas ajouter à la cacophonie. Et en plus, bon, il y a je sais pas comment le dire, mais ouais, non, je pense que je vais m'arrêter sur ça, pardon. Merci beaucoup à nos deux intervenants de cette première thématique. Je vous propose après une courte pause, on va dire 10 grosses minutes, pause café, de nous retrouver pour la deuxième partie de cette matinée. Et il me paraît évident qu'on va rebondir sur plein d'enjeux et de problématiques qui viennent d'être soulevés par nos deux premières interventions. Donc nous aurons le plaisir d'écouter Pierre Morer, Gilles Rago et Vénétia Ferremassi. À tout de suite.